Merci à Benoît, à Frédéric et à Evelyne de m'avoir invitée et d'avoir organisé. Euh, J'aimerais parler d'un résultat d'unicité parmi une classe métrique. Ce sont des métriques toriques scalaires plates. Alors, j'ai commencé par donner un peu de contexte pour expliquer pourquoi vous pourriez porter votre attention sur ce genre de métrique. Alors, bon, bah, vous le savez probablement, mais le problème d'existence pour les métriques de Keller à courbure scalaire constante dans les variétés compactes est un problème difficile. Il est toujours en ouvert. Et en fait, il a dominé ce qu'on fait en géométrie de Keller depuis, j'ai écrit une vingtaine d'années, mais je pense que c'est plus que ça. Alors, je pense qu'en ce moment, tout le monde croit à la conjecture de Tian Yao Donaldson, dont Yanir a parlé. Euh, Grosso modo, cette conjecture dit que l'existence de métriques à courbure Keller à courbure scalaire constante, que j'ai abrégé comme ça, sur une variété compacte devrait être équivalente à une propriété de K-polystabilité. Donc, d'abord, ça on sait depuis longtemps, ces métriques n'existent pas toujours, mais en plus, le problème de décider si elles existent ou pas, en ce moment, avec ce qu'on a, est en général difficile parce que cette propriété de K-polystabilité, on a du mal à les vérifier dans des exemples. Bon, bah, si on s'intéresse à l'existence, eh bien, c'est naturel, on s'intéresse aussi à l'unicité, dans le cas compact. Mais par contre, le problème d'unicité, il est réglé depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, il y a eu d'abord un résultat de Donaldson. Bon, d'abord, il y a eu d'autres choses avant, mais on a eu un résultat de Donaldson très proche de ce qu'on voulait. Il a démontré que quand ces métriques existent, elles sont uniques dans le cas où on n'a pas d'automorphisme Keller. Et puis plusieurs autres résultats, mais maintenant on a un résultat parfait qui est parfait dans ce contexte. Un résultat de Chen et Tian où bah, il démontre que ces métriques, quand elles existent, sont uniques, à moins d'automorphisme Keller, qui est ce qu'on pourrait espérer. Alors, même si on s'intéresse qu'au cas compact, ce que je pourrais comprendre, eh bien, je voulais vous convaincre, mais en fait, Olivier vient de le faire, que on devrait considérer quand même le cas non compact. Et pourquoi? Eh bien, encore une fois, Olivier a parlé en beaucoup plus de détails de ce que je vais dire rapidement et grosso modo. Mais Alors, est-ce qu'on prescrit la glace de Keller ou pas? oui, dans la classe de Keller, oui. Dans la classe de Keller, c'était ça la question? Oui, c'est ça. Oui, dans la classe de Keller. Oui. Bah, parce que ces métriques non compactes surgissent comme ce qu'on appelle des bulles. C'est-à-dire que, bon, on met au point des méthodes de continuité pour démontrer l'existence, comme celle de l'angle, du cone angle dont a parlé Olivier. Et après, on se demande qu'est-ce qui arrive dans le cas où il n'y a pas de métrique. Donc, ces méthodes de continuité doivent diverger, il doit se passer quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une formation de bulles. Alors, ces bulles sont, encore très grossièrement, sont des sous-limites de ces séquences de métriques qui sont approximativement KCSC, mais éclatées autour d'un point. Donc c'est un peu le A infini de Richard lundi. Et donc ces limites sont souvent des variétés de Keller. Elles sont non compactes. Et alors justement, elles sont Keller-Ricci plates si on s'intéresse au cas Keller-Einstein, ou bien elles sont Keller scalaire plates si on s'intéresse au cas CSC.
voilà, donc qu'est-ce qu'on sait alors sur... je vais commencer par le cas Ritchie-Platt qui est moins bien compris. Qu'est-ce qu'on sait alors sur ces métriques dans le canon compact? Eh bien, elles ont commencé à être discutées peut-être avant, mais publiquement, très publiquement, en 79, Yao en a parlé dans son adresse à l'ICM. Et puis, dans les années qui ont suivi, eh bien, Olivier en a parlé beaucoup dans son exposé. Et tiens, et Yao ont démontré que ces métriques qu'est le Ritchie-Platt complète existent dans des compléments de diviseurs, dans des compléments de certains diviseurs dans les variétés algébriques. Encore une fois, ce théorème est très important et il y a encore beaucoup de choses à comprendre autour de ce théorème. Mais moi, dans mon exposé, je vais m'intéresser plutôt à un autre théorème d'existence. C'est un théorème de Joyce. En fait, il y a une superposition entre les deux. Il y a des choses en commun, mais moi, je vais m'intéresser plutôt au théorème de Joyce, qui, lui, concerne les métriques dans des résolutions minimales de singularité, comme celle que j'ai écrite. Alors, première chose, il veut des métriques Ritchie-Platt, donc les singularités doivent être engendrées par un sous-groupe de SUM, c'est ce qui donne la condition que la première classe de Chern est 0, sans laquelle on ne pourrait pas avoir de métrique Ritchie-Platt. Et puis, il veut que les singularités soient raisonnables, donc il demande au groupe d'agir librement et d'avoir des points fixes isolés. Alors, sous ces conditions, qui sont en fait très générales, il démontre qu'il y a sur la résolution minimale de la singularité une métrique qu'est le Ritchie-Platt. Et dans la classe des métriques ALE, asymptotiquement localement euclidienne, cette métrique est unique. Alors, voilà, et ben, ce théorème, je vais en parler parce qu'il contient un résultat d'unicité. Et bon, voilà, donc oui, il contient un résultat d'unicité, mais il contient aussi une hypothèse, c'est l'hypothèse ALE. Cette hypothèse, elle porte sur le comportement asymptotique de la métrique. ALE veut dire asymptotiquement localement euclidienne. Je vais vous donner une définition parce que sinon c'est un peu vague ce que je dis. Alors, en fait, cette définition, elle est valable, on n'a pas besoin de Keller ici. Un espace, une variété riemannienne se dit ALE si, grosso modo, elle est asymptotique à Rm du point de vue métrique, du point de vue riemannien. Donc, il faut qu'il y ait un compact. On va s'intéresser au complément de ce compact. Il faut qu'il y ait un sous-groupe discret qui va faire qui va jouer le rôle du groupe fondamental à l'infini. Et puis, un difféomorphisme qui identifie le complément de ce compact avec le complément d'une boule de Rm modulo ce groupe. Et ce difféomorphisme, on aimerait bien qu'il soit à peu près une isométrie. En fait, c'est ce qu'on demande, mais on le fait avec des estimations. Voilà, parfois, on n'est pas d'accord sur les estimations. Parfois, il y a des gens qui demandent un exposant plus petit. Bon, peu importe, ce n'est pas important pour moi. Ce que je veux noter, c'est que ALE demande à ces différences de métrique de tendre vers 0 à l'infini. Voilà. Alors, je veux dire une autre chose, c'est que l'hypothèse ALE de Joyce, elle est essentielle. Parce que sans cette hypothèse, eh bien, on trouverait facilement une contradiction. Par exemple, si vous tenez R4, eh bien, il y a plusieurs métriques qu'est le Ritchie-Platt complète. Il y a la métrique euclidienne, qui est évidemment ALE. Et puis, il y a une autre métrique très connue, la métrique de Taub-Knot. Et la métrique de Taub-Knot ne peut pas être ALE, sinon on aurait une contradiction avec Joyce. Elle est ce qu'on appelle ALF. Alors, ALF, ça veut dire asymptotiquement localement flat. Et je vais vous donner la définition parce qu'elle est collée sur la définition de ALE. Vous allez comprendre facilement. Alors, en fait, ces variétés, cette définition, on la donne qu'en dimension 4. Et les variétés ALF, au lieu de ressembler à R4, elles ressemblent à des fibrations en cercle sur R3. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, en dehors d'un compact qui est donné,
il doit y avoir un sous-groupe discret qui va jouer le même rôle qu'il jouait avant. Et maintenant, non plus un difféomorphisme, mais une fibration en cercle du complément de ce compact sur le complément d'une boule en R3 modulo le groupe encore. Voilà. Mais maintenant, au contraire de ce qui se passait avant, il faut quand même donner encore de l'information parce qu'il faut comprendre ce que fait la mécanique sur le cercle. Et bien, ce qu'on se donne, c'est ce qu'on se donne normalement sur des fibrés. Pour qu'on sait faire des métriques sur des fibrés, on se donne une forme de connexion. Et puis voilà, la métrique qu'on donnerait sur le fibré serait celle-ci. Et donc, on demande aux deux métriques d'être proches. Encore une fois, il faut une estimation et on pourrait demander autre chose que ce que j'ai mis, mais peu importe, ce n'est pas important pour moi. Voilà. Alors, voilà encore la définition. J'ai déjà dit, ces espaces, du point de vue métrique, qui sont asymptotiques à des fibrations en cercle. Mais je voulais dire encore autre chose, c'est que dans cette définition, on peut remplacer le 3 que j'ai mis en orange par un 2, parce qu'on peut très bien penser à des fibrations sur R2 ou des fibrations sur R. Et puis, ça donne la définition de ce que l'on appelle les espaces ALG et ALH. Alors, ALG et ALH, ça ne veut plus rien dire, c'est une blague. Ça fait EFGH. Voilà. Alors, pourquoi j'ai parlé de ces comportements asymptotiques? Parce que pendant longtemps, on a cru que, je ne sais pas si pendant longtemps, mais pendant un moment, on a cru que ces comportements asymptotiques étaient tout ce qu'il y aurait comme comportement pour les métriques Keller-Ritchie-Platt. C'était Charkis et Kapustin qui ont fait cette conjecture. Ils ont conjecturé que toutes les métriques complètes, Keller, Ritchie-Platt, auraient le comportement dans l'un des quatre que j'ai décrit. Mais Hein a trouvé un contre-exemple dans sa thèse. Donc la conjecture est fausse. Mais par contre, Chen et Chen ont démontré cette conjecture sous des hypothèses additionnelles. Et ils ont démontré qu'en fait, la conjecture est vraie si l'on fait des suppositions sur l'asymptotique de la courbure. Voilà, alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, en résumé, j'aimerais vous faire croire que dans le cas compact, eh bien, le problème d'unicité a l'air plus difficile que le problème de l'existence. Alors, on a des théorèmes d'existence, et même, je ne l'ai pas dit, mais c'était un peu implicite dans l'exposé d'Olivier aussi, on a même des constructions explicites pour ces métriques, ce que l'on n'a pas dans le cas compact. Mais par contre, le problème d'unicité est un peu plus compliqué. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et tous les résultats qu'on a supposent un comportement asymptotique prédéfini, soit ALE, ALF ou LH, ou bien des restrictions sur la courbure qui sont une autre forme de restreindre le comportement asymptotique. Voilà. Alors, je vais passer au cas qui me concerne dans cet exposé. C'est le cas torique scalaire plat, mais avant de m'y lancer, je vais essayer de vous convaincre que c'est un cas intéressant. Alors, Tanya Donaldson est en ouvert encore dans le cas général, mais Donaldson a réglé cette conjecture. Il a démontré l'existence de métriques toriques Keller CSC pour des surfaces toriques. Donc, dans ce cas-là, le problème est réglé et il a fait via une méthode de continuité qui est différente de celle dont a parlé Olivier et qu'il a utilisée avec Chen et Sun. C'est une méthode très géométrique. Et il l'a fait au cours de 4 papiers. Et dans l'un des papiers, il a conjecturé que, comme d'habitude, dans le cas instable, sa méthode devrait donner origine à des bulles, comme d'habitude. Et ces bulles, ce seraient, donc on ne sait pas ce qui arrive, mais ce seraient des métriques toriques non compactes, et puis elles seraient Keller scalar plates.
Et donc, évidemment, les gens se sont mis à chercher ce genre de métrique. En plus, il avait une idée de ce qui devrait se passer, de quel devrait être le comportement de ces métriques. Et il y a plusieurs résultats de construction. D'ailleurs, le cas Scaler-plat était intéressant pour d'autres raisons, parce que c'est une généralisation du cas Keller-Ritchie-Plat, donc il y a plusieurs théorèmes d'existence. Mais bon, moi, je vais décrire le théorème qui est dans l'esprit de ce que je vais dire. C'est un théorème, c'est une construction avec ABO. Alors, je vais vous écrire ce que dit cette construction. Étant donné une variété théorique strictement non compacte, alors je vous dois des définitions, mais je vais les donner plus tard. Étant donné une variété théorique strictement non compacte, alors on arrive à construire une famille à 2 paramètres de métriques théoriques qui sont non compactes, qui sont scalar plates, et elles sont complètes et elles sont essentiellement explicites. Voilà. Alors, bon, voilà le théorème. J'aimerais dire des choses autour de ce théorème avant d'avancer. D'abord, une des métriques dans cette famille est ALE, et vous la connaissez peut-être parce qu'elle est connue il y a longtemps. C'est la métrique de Calder-Bank-Singer. Voilà. En plus, lorsque la classe de Chern est 0, c'est-à-dire on pourrait avoir une métrique Keller-Ritchie plate, eh bien, il y a une sous-famille à un paramètre qui est Keller-Ritchie plate, et ces métriques-là, dans un cas au moins, elles étaient connues aussi. Il y a une construction de Lebrun de ces métriques. Et puis aussi pour R4, ces métriques ont été écrites par Donaldson à la suite de la conjecture qu'il a fait sur les bulles de sa méthode de continuité. Et eh bien, pour démontrer notre théorème, on s'est franchement inspiré dans ce qu'il a fait pour R4. Il a construit ces métriques en utilisant un ansatz de Joyce. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme unicité? Alors, il y avait depuis quelques années un résultat d'unicité qui est un résultat très intéressant, qui a été établi par Wright, mais qui était un résultat un peu dans l'esprit du résultat de Joyce. Wright a démontré que une métrique Keller-Scaler-Plate ALE, donc dans le comportement asymptotique est restreint comme dans le cas de Joyce, est isométrique à la métrique de Calder-Bank-Singer. Voilà. Bon, moi, le résultat dont je veux discuter est un résultat d'unicité pour la famille que j'ai construite avec Abreu. Il n'y a pas d'hypothèse sur le comportement asymptotique, c'est ce qui est différent dans ce résultat, mais par contre, c'est un résultat purement théorique, donc c'est là la restriction. Et d'ailleurs, le comportement asymptotique de ces métriques avec Abreu, il est compliqué. Et quand on a commencé à chercher un résultat d'unicité, c'était un des problèmes. C'est pas clair comment fixer un comportement asymptotique. J'essaie de vous donner une idée de ce comportement et pourquoi il est compliqué. C'est une conséquence d'un résultat qui est dans un préprint de Weber, que la plupart des métriques que j'ai construites avec Abreu ne tombent pas dans les classes de comportement asymptotique que j'ai décrites dans la première partie. Ce qu'il a démontré, il a fait le calcul du volume, du comportement asymptotique du volume des bulles. Il a vu que le volume des boules géodésiques grandit comme R3, ce qui indiquerait que à l'infini, eh bien, ces métriques ont l'air d'être ALF. Mais par contre, il a pu faire des calculs sur la courbure, et il a compris que la courbure décroît d'une façon qui est incompatible avec ALF. Donc,
Voilà, ces métriques, elles ne sont pas à LF non plus. Bon, je suis maintenant en condition de vous énoncer le théorème dont je parlais. Voilà, on se donne une métrique, on se donne une variété, une surface torique strictement non compacte, munie d'une métrique Keller, qui est Keller scalar plate. Eh bien, ce qui est vrai, c'est que cette métrique est nécessairement équivalemment isométrique à une des métriques que l'on connaît. Voilà, c'est ce théorème dont je veux discuter. Alors, dans le même papier, il y a aussi un résultat d'unicité étant donné le comportement asymptotique, mais vu que le comportement asymptotique n'est pas facile à décrire, il n'est pas simple à énoncer, et en plus, j'ai l'impression qu'il n'est pas optimal du point de vue des estimations, donc je ne vais pas en parler. Il y a un résultat, et je pense qu'il devrait y en avoir des meilleurs. Voilà, alors je vais vous expliquer ce que je veux dire par torique et strictement non compact plus tard, mais juste pour vous donner une idée. Alors, en fait, strictement est là pour mettre à part le cas de S2 fois C. Ce cas est différent, il n'est pas couvert par le théorème et je veux l'exclure. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce théorème et que j'ai mis un certain temps à accepter, je pense, c'est que c'est une conséquence surprenante que les métriques toriques scalar plates dans des surfaces toriques, elles sont automatiquement complètes. Donc, c'est une conséquence du théorème. Je vais essayer d'expliquer, si j'ai le temps à la fin, pourquoi c'est ainsi. Voilà. Bon, bah, avant de passer à des choses plus théoriques, je veux quand même vous parler de l'ansatz de Joyce, qui est un ingrédient fondamental dans ce théorème, mais aussi dans la construction des métriques. C'est un ansatz, je trouve, très intéressant et très impressionnant. Voilà ce qu'il dit. Joyce demande les ingrédients suivants. Il demande une paire de fonctions qui sont indépendantes dans ce sens-là et qui doivent satisfaire cette EDP. Alors, vous la reconnaissez peut-être, mais si vous ne la reconnaissez pas, eh bien, je suis sûre qu'en fait, vous la connaissez, je vais vous le dire plus tard. C'est une EDP linéaire de deuxième ordre que vous connaissez, je suis sûre. Alors, en ayant ça, Joyce peut faire pour vous une métrique qui est Kähler-Scalar plate et torique. Alors, il a énoncé ce théorème en disant, quand il a écrit anti-autoduel. Ça vous dit, pour quelques-uns d'entre vous, c'est peut-être plus familier. Mais en dimension 4, c'est équivalent, parce que dans la classe Keller, c'est la même chose. Voilà, alors H ici veut dire le demi-plan supérieur. Et voilà, maintenant je vous raconte ce que c'est cette EDP. Alors, en fait, c'est l'EDP qui décrit les fonctions harmoniques qui sont axisymétriques, c'est-à-dire celles qui ne dépendent, donc en R3, des fonctions harmoniques à 3 paramètres, mais qui ne dépendent que de la hauteur et de la distance à l'axe des donc au troisième axe. Ce sont des fonctions harmoniques très symétriques. Mais en particulier, elles sont harmoniques. Voilà, et ce qui me ramène à la géométrie torique. Bon, alors, voilà, pour démontrer son théorème d'existence pour les métriques KCS sectoriques sur des surfaces, eh bien, Donaldson a utilisé le langage et les méthodes de la géométrie torique. Et surtout, il a utilisé il a utilisé le fait que les métriques de Keller, toriques, peuvent être paramétrisées via une fonction. Alors, une métrique, même une métrique de Keller, c'est un tenseur 2. Il faut plusieurs fonctions en principe pour le spécifier. Alors, en géométrie Keller, on sait déjà qu'il faut le potentiel. On peut la paramétriser à partir du potentiel
complexe, mais pas en géométrie symplectique. Et justement, en géométrie torique, on peut remplacer toutes ces données par une seule fonction, et ça aide beaucoup. Donc ce langage, c'est aussi le langage de la construction avec Abreu et le langage de l'unicité dont je veux discuter. Donc je veux presque dire je suis désolée, je suis obligée de l'introduire. Alors, bon, d'un côté, si vous êtes expert, je vais vous ennuyer. Si vous ne connaissez pas la géométrie torique, je vais aller trop vite, mais c'est comme d'habitude. J'ai quand même essayé. Alors, pour nous, une variété torique, c'est une variété symplectique. On la prend comme une variété symplectique. On commence du côté symplectique, et c'est une variété symplectique avec une action effective d'un tore dont la dimension est la moitié de la dimension de la variété. Elle doit être effective. Et puis hamiltonienne, qui est la condition normale pour une action en géométrie symplectique. Alors, hamiltonienne, c'est la même chose que l'existence d'une application au moment, qui va jouer un rôle très important. Et l'application au moment, elle prend des valeurs dans le duel de l'algèbre de Lie du groupe. Ici, comme le groupe est le tore, on peut identifier ce duel à Rn. Voilà, alors nous serons concernés uniquement par le cas où l'application au moment est propre et qu'il y a un nombre fini de points fixes. Il y a bien d'actions qui ne sont pas comme ça, mais on ne peut pas les traiter avec ce qu'on a. Voilà. Alors, bon, dans ce cas, dans le cas où l'application est propre, en fait, l'image de l'application au moment est un polytope convexe. C'est un objet très concret qui aide beaucoup à comprendre la variété torique. En fait, c'est le seul invariant de la variété torique. Et même ce polytope est plus simple qu'un polytope général. C'est une intersection de demi-plans que je spécifie via des fonctions affines comme ça. C'est même plus spécial que ça, mais j'en ai pas besoin, alors je ne vais pas discuter. Alors, on appelle ce polytope le polytope moment. Les new cas ici, eh bien, ce sont les normales aux arêtes. Je vais vous montrer un dessin bientôt. Et dans le cas d'une surface non compacte, pour des raisons de convexité, il y a exactement deux arêtes qui ne sont pas bornées, la première et la dernière. Il ne peut pas y en avoir plus. Et je vous donne tout de suite la définition de strictement non compacte. On dit qu'une surface torique est strictement non compacte si les arêtes non bornées ne sont pas parallèles, ce qu'on peut réexprimer en disant que les normales sont indépendantes, que les vecteurs normaux sont indépendants. Voilà mes dessins. Alors, je suis sûre que vous connaissez tous la variété torique, la surface torique non compacte plus simple, c'est R4 que l'on identifie à C2. S1 agit sur C, comme vous le savez, et puis donc il agit sur le produit. Et l'application au moment, eh bien, c'est la norme du carré des coordonnées complexes. Et voilà, son image moment, c'est un quart de plan. Donc voilà pour moi R4, je peux le dessiner. Voilà une autre, j'en ai déjà parlé. S2 produit R2. Alors, je vous explique ce polytope moment. Ici, l'arête bornée, c'est l'image de l'application moment pour S2. Et les deux arêtes non bornées sont C ou R2. Et donc, comme vous voyez, les arêtes bornées, elles sont parallèles. Donc, cette variété n'est pas strictement non compacte. Je n'en veux pas pour mon théorème. Voilà encore des exemples pour ne pas que vous pensiez qu'il n'y a que des choses très simples. Alors, voilà O-2, mais j'aurais pu mettre O-P. O-2, c'est le carré de l'espace total du fibré tautologique sur CP1. Je vous ai fait un dessin du moment polytope. Et ici,
eh bien, il y a un des espaces de Joyce, gamma 3, c'est le sous-groupe cyclique de SU2. Et donc, c'est une résolution de A3 que je viens de vous dessiner. Donc, une résolution de A3, je la dessine comme ça. J'aurais pu penser aussi à une résolution de AP pour imaginer ce que je ferais des normales. Il y aurait pécoté et ils seraient tous... vous pourriez trouver vous-même, je pense. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? En fait, il y a tous les éclatements, parce que dans le cas torique, on peut éclater autour des points fixes. Voilà. Voilà, je vais vous parler Rosa, un peu. Oui? est-ce que tous les instantons gravitationnels en dimension 4 peuvent être réalisés de cette façon-là? Non, alors, je n'ai pas dit, mais le gamma, il est cyclique. Oui, Et je vois que tu as mis l'exemple cyclique, mais est-ce que ça fonctionne non, pour non, d'autres? ça ne fonctionne pas toujours parce qu'il faut que pour qu'il y ait l'action du tore, il faut que ce groupe commute avec l'action du tore sur C2. Ok. Donc, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Mais par contre, dans le cas torique, on n'est pas obligé de prendre des groupes dans SU2. On peut en prendre dans U2. Donc, on a plus d'exemples. D'un côté, on a plus d'exemples, mais moins de l'autre, parce qu'il faut que l'action commute avec celle du tore. Ok. Merci. Voilà, alors le potentiel symplectique. Voilà, alors pour l'instant, on n'a que des variétés symplectiques, mais Gell-Mann a découvert que toutes les variétés toriques admettent une métrique de Kähler, que maintenant on appelle la métrique de Gell-Mann, qui est invariante par Tm. Alors évidemment, si c'est une métrique de Kähler, elle est associée à une structure complexe, que l'on appelle la structure complexe de Gell-Mann. Et puis après ça, ABO a découvert qu'en fait, il y a vraiment plusieurs structures de Kähler. Il a même établi une paramétrisation. Il a même organisé toutes les structures de Kähler. Comme je vais vous le décrire, c'est via des fonctions définies dans le moment polytope. Alors, voilà. Alors, on considère l'espace symétrique Kähler, qui sont invariantes et qui sont biolomorphes à la structure de Gell-Mann. Et il démontre que donner une de ces métriques, c'est la même chose que donner une fonction dans le polytope moment qui est convexe et dont le comportement sur la frontière du polytope moment est prédéfini. Donc, vous allez peut-être, si vous ne savez pas de ce dont je parle, vous allez vraiment pas comprendre la troisième condition, mais ces deux conditions ici concernent le comportement de cette fonction U sur la frontière du polytope moment. Cette fonction n'est pas, elle est bornée, mais elle n'est pas différenciable sur la frontière. Mais par contre, elle n'est pas différenciable exactement comme une fonction de référence qui est UG. Alors U, la fonction verte, c'est le potentiel symplectique. On l'appelle le potentiel symplectique. Et la fonction UG, eh bien, je pourrais vous la donner, mais au lieu de le faire, vous encombrez avec encore une formule, je vais vous dire qu'elle est déterminée, elle est déterminée par le polytope, et deux, c'est le potentiel symplectique de la métrique de Gell-Mann. Alors, en fait, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Voilà. J'ai une question. Quand tu dis biolomorphe à JG, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que donc, il y a une structure, disons, chaque fois qu'il y a une métrique avec oméga, qui pour moi est fixée, ça donne une structure complexe. Elle doit être dans ce sens biolomorphe. Je vais dire quelque chose là-dessus sur le slide suivant, mais c'est ça. Donc ça veut dire que la structure complexe déterminée par la métrique et oméga est biolomorphe à celle de Gell-Mann. Et ça, c'est dans les cas compacts ou en général? Ah, bon, je vais en parler. Alors, Miguel... Parce que je crois que dans les cas compacts, c'est automatique, en fait. Oui, exactement. Ah, c'est ce que je vais dire, justement.
voilà, c'est ce que je vais dire dans le slide suivant. Voilà, je répète la condition. Mais dans le cas compact, toutes les structures holomorphes équivariants sont biolomorphes. Donc, cette condition, cette troisième condition, on n'a pas besoin on n'en a pas besoin. On peut la rayer. Mais par contre, dans le cas non compact, a priori, on ne peut pas la rayer. Ce n'est pas automatique que les structures ne sont pas automatiquement biolomorphes à celles de Goulman. Mais est-ce que le oui. Est-ce que les conditions à droite, Oui. ils sont effectivement équivalentes à la biolomorphicité dans le cas non compact? Oui, je pense, oui. Je pense. Mais par contre, il y a quand même une façon d'écrire. Non, peut-être que non, en fait. Peut-être que non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même bon. Ce que j'aurais dû dire, c'est que ces trois conditions permettent à Miguel d'écrire ce potentiel. Mais même dans le cas où la condition n'est pas biolomorphe, où le J n'est pas biolomorphe, il y a une façon d'écrire ce potentiel symplectique qui est différente de celle de Abreu, qui a été mise au point justement par Apostolov, Kalderberg, Goduchon et Townsend-Friedman. Dans le cas non compact, je crois qu'on ne peut pas conclure, on ne peut rien conclure sans condition sur la courbure. Par exemple, on peut considérer la boule de rayon 1 avec une structure, avec la métrique invariante sur la boule, métrique de Bergman, et il y a une structure torique. Donc, elle n'est pas biolomorphe. Il faut imposer des conditions de courbure, je crois. Oui, mais il y a quand même. Oui, mais je pense que ce que Vestislav voulait dire, c'est que dans ce cas, il y a quand même un U, et le U satisfait à ce genre de conditions. Ce qui est différent, j'aurais dû répondre ça tout de suite, c'est que le UG n'est pas le même. Vestislav, c'est ce que j'aurais dû répondre à la question. Le UG ne serait pas le même. Le UG, il y aurait un UG et il y aurait un U, mais UG, comme donné par le polytope, ne marcherait pas. Voilà. Merci. Bon, je continue avec l'équation d'Abreu. Voilà, alors évidemment, si on se donne un potentiel symplectique, il détermine une métrique, donc il détermine tout sur la métrique. On peut écrire toutes les quantités via U simplement, et Abreu a calculé la courbure scalaire de cette métrique et il a obtenu cette formule qui est très belle. Pour la courbure scalaire, les U et J sont les entrées de l'inverse, et voilà, si on s'intéresse à des courbures, à des métriques à courbure scalaire constante, c'est ça l'équation que l'on veut traiter, et on comprend, je pense, très bien. Bon, malgré la beauté de l'équation, on comprend très bien d'où viennent les difficultés, parce qu'il s'agit d'abord d'une équation non linéaire, parce que l'inverse n'est pas linéaire, et puis elle est de quatrième degré, parce que eh bien, il y a des dérivés cachés dans les UJ. Voilà. Alors, pour construire les métriques toriques sur R4, Joyce, Donaldson, ce qu'il a fait, je vous ai dit, c'est la première construction qu'on a. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit l'ansatz de Joyce dans le langage de la géométrie torique. Alors, voilà les ingrédients. Il a montré qu'avec ces ingrédients, on peut produire un U qui est convexe et qui justement satisfait cette équation. Et donc, voilà, je trouve que écrite comme ça, on comprend très bien la force de l'ansatz, parce que ça transforme une EDP très compliquée, non linéaire de quatrième ordre, en une EDP linéaire de deuxième ordre. Voilà. Et bon, ce qui manque pour avoir une métrique, c'est les deux conditions de frontière.
Et la construction avec Abreu vient justement de choisir le XI qui est de ce côté, pour que les conditions de frontière de U cochent. Et il faut aussi se faire des soucis pour la complétude. Donc, il faut choisir le XI de façon à ce que la métrique soit complète, à ce que les métriques soient complètes. Voilà. Alors, ce qui est très bien dans cette façon d'écrire l'ansatz de Joyce, c'est que on voit qu'il va dans l'autre sens, c'est-à-dire étant donné un U, vous ne le voyez pas parce que vous ne connaissez pas cette flèche, mais si vous connaissez la flèche, eh bien, vous comprendrez, ce serait facile de comprendre qu'on peut aller dans l'autre sens. Étant donné un U, on peut produire un XI. Et puis justement, alors, ça donne l'idée d'utiliser ce fait pour démontrer l'unicité, parce qu'on sait beaucoup de choses sur les fonctions harmoniques. Donc peut-être que, étant donné une métrique exotique, qui est a priori exotique, on veut démontrer qu'elle ne l'est pas, mais a priori exotique, donnerait un XI qui serait quand même harmonique et axisymétrique, et on sait beaucoup de choses sur ces fonctions. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est la première idée. Alors, un petit peu plus précisément, voilà ce qu'on aimerait faire. Il y a une métrique de référence, celle qui est la métrique de Calder-Bank-Singer, qui a un potentiel symplectique. Je l'appelle UALE, parce que la métrique est UALE. Et on a une métrique U qu'on aimerait connaître. Et justement, chacune a un XI via l'ansatz. Donc, il y a une différence de XI. Et cette différence de XI, elle est harmonique et axisymétrique parce que chacun des XI l'est, et c'est quelque chose de linéaire, l'ansatz de Joyce. Mais ce qui est bien dans cette différence, c'est qu'elle est C infini. Et puis, les fonctions harmoniques, c'est infini, c'est bien. Alors, il y a autre chose que je veux vous dire, évidemment, ce ne serait pas intéressant ce que je dis si XIALE était elle-même, c'est infini, mais elle ne l'est pas. En fait, on connaît très bien cette fonction, parce que tout est explicite dans le cas Calder-Bank-Singer, et cette fonction, elle explose dans la frontière du demi-plan supérieur comme log R. Voilà. Donc, c'est la différence. Elles explosent de la même façon. Voilà. Alors, quand même, pour aller un petit peu plus loin dans cette discussion, il faut que je vous dise plus sur cette correspondance. Et cette correspondance, elle passe par un changement de coordonnées qui est intéressant en lui-même. Donc ici, le U est en fonction des coordonnées sur le moment polytope, alors que le XI ici est dans des coordonnées RH. Quelle est la relation? Alors, le DP de Abreu fait que, alors cette quantité, le déterminant de l'SCN de U, qui apparaît dans beaucoup de situations en géométrie torique, il fait que cette quantité, eh bien, elle est harmonique pour une certaine métrique naturelle. Je vais vous dire quelle est cette métrique. Alors, GU, j'aurais dû le dire d'ailleurs, c'est la métrique torique associée à U, induite par U, par la correspondance de Abreu. Et la restriction de GU, on veut considérer la restriction de GU au polytope moment. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le polytope moment, il peut être interprété comme une sous-variété de dimension 2 dans la variété torique. Et bien, justement, cette fonction R que j'ai écrite, elle est harmonique pour cette métrique. Et puisqu'on est en dimension 2, eh bien, si elle est harmonique, on peut choisir un harmonique conjugué, de façon à ce que H et R, ensemble, soient des coordonnées isothermales pour cette métrique. Alors, je vais essayer de faire je vous ai fait un dessin en couleur. Voilà, donc ici, c'est le polytope moment. Ici, c'est H. Je vais vous expliquer comment passer d'un côté à l'autre. Voilà, les arêtes, bon, évidemment, la frontière va dans la frontière, et les arêtes correspondent à des portions. Et puis, les sommets correspondent à des points sur la frontière. Et je vous ai dit un petit peu comment passer de ce côté. J'ai expliqué avec un peu plus de détails. Bon, d'abord, je l'ai déjà dit, les AI sont les images des sommets. Mais voilà, alors, la métrique sur le polytope, elle s'écrit de cette façon, peu importe, elle s'écrit d'une façon quelconque en fonction des coordonnées x1 et x2, mais surtout, comme on est en dimension 2, on peut la diagonaliser, et H et R sont précisément les coordonnées qui diagonalisent. Voilà.
Et puis cette relation, cette deuxième relation ici, elle donne tout ce qu'il faut sur la relation entre les deux coordonnées. On peut passer d'un côté à l'autre. Voilà, alors je vous donne un exemple plutôt que d'expliquer. Voilà R4. D'ailleurs, je vous donne cet exemple parce que même dans R4, je pense que le résultat d'unicité est intéressant et on voit déjà tous les phénomènes d'EDP se produisent déjà sur R4. Donc voilà, alors sur R4, il y a une métrique euclidienne. Voici son potentiel symplectique. D'ailleurs, j'aurais dû donner un exemple avant. Il est comme ça, vous voyez qu'il est borné mais non différenciable sur la frontière du polytope. On peut très bien calculer le déterminant de l'Hessienne. Voilà, ça, je l'ai fait pour vous, c'est la racine carrée du produit. Et la métrique induite sur le quart de plein et la métrique flat en R4, et donc la structure complexe et la structure complexe usuelle, et donc le conjugué harmonique, c'est le conjugué harmonique usuel, et voilà ce que donne H dans ce cas. Voilà, alors, bon, bah, j'aimerais vous expliquer quelque chose d'un petit peu plus technique, mais que j'espère pouvoir expliquer sans trop vous embêter. C'est quand même, ça donne très bien l'idée de comment se passent les choses. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la différence entre ces fonctions harmoniques et smooth, où c'est infini, je voudrais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, comme elle est harmonique, il suffit de montrer qu'elle est bornée. Et pour expliquer pourquoi elle est bornée, eh bien, il faut que je vous dise quelque chose qui vient de la correspondance de Donaldson, qui vient de la formulation de Donaldson, de Landsatz, de Joyce. Je ne vous ai pas dit quelle était la relation entre Xi et le potentiel symplectique. La voilà. Alors, le Xi est le gradient du potentiel symplectique en coordonnées HR. Et pour les gens qui font de la géométrie torique, vous comprendrez que ce gradient, il est connu, ça donne les coordonnées complexes. Donc, bon, bah, voilà, nous connaissons le comportement de Xi ALE proche de la frontière. Et voilà ce que donne donc la différence des deux Xi. Et vous voyez qu'il y a quand même deux choses qui varient. Il y a le NABLA-U et l'application moment. Et ces deux choses varient en même temps. Alors, ce qu'on fait, c'est en décomposant en deux variations. Et la variation des U, eh bien, elle ne pose pas du tout de problème parce qu'encore une fois, c'est un raisonnement typique de géométrie torique. Les U ont un comportement fixé sur la frontière. Je l'ai déjà dit, mais les U ont un comportement fixé sur la frontière. Donc, leurs gradients aussi ont le même comportement et donc la différence va être bornée. Ça, c'est de la géométrie torique classique. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a la différence des applications moment. Je peux exprimer ce que je veux démontrer comme ça. Voilà, et maintenant, voilà ce qui se passe. Le Xi ALE, on sait qu'il est comme log R. Donc, comparer ces deux quantités, c'est en effet comparer le R associé à ces deux applications moment. Et justement, le R est différent parce que le R dépend de la métrique. Alors, il y a le R de mu qu'on ne connaît pas et le R de mu ALE. Et voilà, c'est parfait parce que les conditions qu'on a mises sur la métrique torique justement exprime que dans la frontière, eh bien, ces deux R doivent se comporter de la même façon. C'est cette condition-là que j'ai un peu que j'ai pas discuté en détail, que je ne pourrais pas discuter en détail. Elle donne exactement ce qu'il faut. Elle donne que le R, il tend vers 0 dans la frontière du polytope, c'est ce qu'il fallait, mais il tend exactement comme ce qui est en bleu pour les deux métriques. Et donc, pour le log, ça se passe très bien. Voilà, alors, voilà, il y a autre chose à vérifier qui est, on pourrait, peut-être que vous n'avez pas remarqué, c'est que, bon, le comportement dans la frontière de Xi dépend du R seulement apparemment, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il dépend du H dans le sens où il saute, le comportement saute dans les AI, et puis le Xi explose selon la direction de la normale qui correspond
où je suis. Donc, pour vérifier ce que je vais dire, il faudrait vérifier, je vais vite, hein, mais, je vais quand même vous donner un goût de ce qui se passe. Alors, il faudrait vérifier que cette différence entre les points qui correspondent au sommet, eh bien, elle ne dépend pas de la métrique. C'est vrai parce que cette différence, ça c'est très bien, c'est la longueur d'une arête, et la longueur d'une arête, c'est le volume d'une certaine sphère dans la variété torique. Donc c'est une quantité symplectique, ça ne dépend que de oméga, et on peut la calculer en coordonnées HR, et justement c'est un multiple de AI-1. Voilà, c'est pour ça que ça ne dépend pas. On peut normaliser un des AI, et si on normalise un des AI, ils sont tous pareils, pour les deux métriques, même celle qui est exotique a priori. Voilà, alors, voilà, maintenant, un petit raffinement du raisonnement. Alors, on vient de montrer que les deux fonctions harmoniques, la différence des deux fonctions harmoniques, et c'est infini, mais il y a quand même beaucoup trop de fonctions harmoniques axisymétriques sur R3. Donc, il faut améliorer le raisonnement. Et la deuxième idée, c'est d'utiliser le fait que les deux applications au moment doivent avoir la même image, parce que ce sont des métriques dans la même surface torique. Donc, les deux applications au moment doivent prendre des valeurs dans le même polytope. Voilà, et donc on va essayer d'exprimer quelque chose en utilisant les applications au moment plutôt que l'EXI. Mais il y a une relation très proche entre les deux, et du fait que cette différence, la différence d'EXI, et c'est infini, eh bien on peut conclure que la différence des applications au moment, elle s'annule à ordre 2 à la frontière. Alors, peut-être que vous avez compris qu'elle devrait s'annuler parce que bon, ça sort de la géométrie torique, mais le fait qu'elle s'annule à l'ordre 2 n'est pas évident. Et ça sort du fait que Xi est c'est infini. Voilà. Alors, bon, maintenant, je veux dire un lemme qui apparaît, qui est dû à Wright. Alors, cette fonction f, je vous ai montré dans le slide, je vous ai dit dans le slide intérieur qu'elle était bien définie. Wright, il démontre qu'en fait, c'est une fonction axisymétrique et harmonique sur R5 cette fois. Ça veut dire quoi? Eh bien, elle satisfait cette EDP. Il y a un 3 ici, alors qu'avant, il y avait un 1. Le 1, c'est pour 3 et le 3, c'est pour 5. Voilà. Mais en fait, on peut interpréter ce f comme une fonction harmonique sur R5. Et bon, c'est très facile de démontrer ce lemme de Wright. C'est un calcul, mais il est absolument crucial. C'est vraiment intéressant qu'il ait remarqué ça. Voilà, donc maintenant je peux terminer, je peux vous expliquer d'où vient ce résultat d'unicité. Bon, d'abord, il faut normaliser le polytope. Vous allez me croire qu'on peut normaliser de façon à ce que 0 soit un sommet et que les deux premières arêtes reposent sur les axes coordonnés. Et dans ce cas-là, eh bien, l'application au moment de cette métrique que l'on ne connaît pas, elle doit satisfaire ces deux conditions. Où nu1 et nu-d, je vous rappelle, sont les vecteurs normaux aux coordonnées non bornées. Voilà, alors, f, c'était la différence de ce mu ALE avec mu, et donc cette borne sur le nu donne une borne sur f interne nu1, c'est celle-ci. Et on connaît mu ALE explicitement, donc cette borne, elle donne une vraie borne sur f nu1. Et maintenant, eh bien, on utilise un théorème de Liouville, tel quel. En fait, c'est un théorème de la valeur moyenne, comme toujours pour les théorèmes de Liouville. Et ce théorème assure que ces fonctions, f nu1 et f nu-d, puisqu'on peut faire la même chose pour f nu-d, il assure que ces fonctions sont constantes. Voilà, et puis c'est pour ça que je voulais absolument arriver à la fin de ce slide. Ben, voici les deux paramètres. Ils apparaissent comme ça. C'est les paramètres de la fonction constante f, qui est harmonique en R5. Voilà. Bon, pour la complétude, comme c'était, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait c'était une conséquence du théorème que les métriques sont complètes, je vais essayer de vous expliquer très rapidement.
Alors, le fait que f soit constante donne une expression pour l'application moment comme ça. On connaît mu ALE et on sait que le terme dominant, quand R tend vers l'infini, c'est celui-là. Parce que mu ALE, il satisfait ça. Peu importe. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que à l'infini, mu est comme R carré mu. Et nu est constant. Donc, le fait que nu prenne des valeurs dans le quart de plan donne des restrictions sur nu. Et justement, on sait de la construction avec Abreu que ces restrictions sont justement ce qui correspond à la complétude. Voilà, donc toutes les métriques toriques Kähler, scalar plate sont complètes. Voilà. C'est bon, j'ai terminé, non? Je ne sais plus à quelle heure il faut que je termine. J'ai plus le temps là. Bon, quelques minutes. D'accord. Alors, je veux juste dire que j'ai caché quelque chose d'important. En fait, c'était implicite dans tout ce que j'ai dit, que cette application HR est bijective. J'ai dit que c'est un changement de coordonnées. Et c'est vraiment très important qu'elle soit bijective, surtout qu'elle soit surjective, parce qu'il faut que la fonction f soit définie sur R5. Parce que pour lui appliquer le théorème de Liouville, ça marche pour les fonctions entières. Donc, il faut qu'elle soit définie sur tout R5. Et en fait, démontrer que cette application était surjective, surtout, c'était le point le plus délicat. Je vais vous épargner les détails, évidemment. Moi, j'aime bien les détails. Je vais vous épargner. J'ai fait un dessin. J'ai plus le temps. Alors, par contre, j'aimerais terminer par vous dire, il y a beaucoup de travail autour de ce thème, je pense. D'abord, c'était un petit peu l'esprit c'était l'esprit de l'exposé d'Olivier. Ce serait vraiment très bien de voir ces métriques apparaître entre guillemets comme des bulles, parce que, eh bien, en général, c'est un problème intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est construire une séquence de métriques presque à courbure scalaire constante, dont certains éclatements convergent vers elle. Il faudrait faire des choses comme Lorenzo, je pense, a fait dans d'autres cas, coller, etc. Mais c'est dur parce que le comportement asymptotique de ces métriques est compliqué. Je pense que ce serait aussi intéressant de comprendre l'unicité étant donné le comportement asymptotique. J'ai juste fait... c'est pas optimal ce que j'ai fait. Et puis évidemment, il y a le cas en dimension plus grand que 4. Hein. C'est nécessairement différent parce qu'il n'y a plus de coordonnées HR, il n'y a plus de coordonnées isothermales et il n'y a plus de construction. On ne sait pas d'où commencer. Mais peut-être qu'on pourrait traiter le cas ALE en coordonnées symplectiques. Je ne sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être un espoir. Voilà. Bon, c'est tout. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? J'ai Vesti. Oui, merci pour cet exposé. Donc, je voudrais simplement être sûr que j'ai bien compris. Donc, l'unicité que vous avez obtenue est donc, sur une variété qui est symplectique, qui a courbure, donc, du point de vue riemanien. Donc, il a courbure scalaire égale 0, torique. Donc, vous supposez que l'application moment soit propre. Oui. Et cette condition que la structure complexe est standard, je présume, c'est quelque chose sur le fait que le transformer le gendre envoie le polytope dans R2. Oui, mais en fait, on n'a pas besoin de cette condition, justement parce que, à cause de votre construction à vous pour le potentiel symplectique. Ok, donc ça m'a pris longtemps à comprendre qu'on n'en avait pas besoin, mais on n'en a pas besoin. Mais ma question est la suivante. Donc, vous avez alors cette hypothèse que l'application moment soit propre.
Et en conséquence, la métrique est complète. Est-ce qu'il y a un lien entre la propreté et la complétude de la métrique? Oui, c'est une bonne question. Je pense que oui, il devrait y avoir, mais je ne sais pas comment faire à l'envers. Donc, je ne sais pas. Oui, je pense que oui, c'est une bonne question. Je dirais que oui, enfin, je devine, je ne sais pas. Je dirais que oui. Ok, merci Claude. Oui, alors l'emphase de cet exposé, c'était toujours l'unicité, mais j'ai l'impression que tu arrives aussi à démontrer l'existence de déformations. C'est vrai? Non, moi, avec Miguel, on a une construction. On arrive à démontrer qu'elles existent dans toutes les variétés toriques strictement non compactes. Et il y a des résultats sur les déformations dans un cas plus restrictif de Wajakowski. Je ne sais pas. On n'a jamais pensé. Mais Wajakowski fait même dans le canon torique. Il prend des toriques qui déforment et qui n'ont plus qu'une symétrie S1. Et donc, il fait des constructions dans plus de cas. On n'a pas pensé à ça. Oui, mais je crois que ces déformations ne sont pas toriques. Hein. Non, les déformations de Wajakowski ne sont pas toriques. Elles ont simplement un S1 de symétrie. Oui. Oui. Alors nous, on construit toutes les toriques avec la Ricci plate complète. Ah, mais si on commence avec une métrique scalar plate qui n'est pas Ricci plate, est-ce qu'on peut faire la même chose ou non? De déformer? Oui. Pour la métrique Ricci plate, oui, elle est dans la famille. Oui, donc le résultat serait aussi valable pour une métrique Keller-Ricci plate si l'application au moment est propre. Oui. Mais on peut commencer aussi avec une métrique scalar plate qui n'est pas mais ALE. Est-ce que ces déformations, est-ce qu'on peut le déformer? J'ai pas compris. Si on commence avec une métrique qui n'est pas ALE? Non, ALE, scalar plate, mais pas Ricci plate. Oui. Alors, on peut toujours changer le comportement asymptotique d'après l'exemple de Donaldson. C'est ça? Oui, on peut trouver une autre métrique. Oui. Sur R4, c'est Donaldson. Sur une autre variété torique, c'est de Miguel et de moi, c'est ce résultat. Oui, on peut trouver une autre métrique sur la même variété qui ne soit plus Ricci plate, mais seulement scalar plate. Oui, et il y a une famille, il y a une déformation entre les deux, parce qu'il y a ce paramètre nu. Et géométriquement, c'est quoi ce paramètre? Alors, j'essaie de l'expliquer. C'est la constante du F. Disons, on pourrait interpréter ce paramètre comme donnant le comportement à l'infini. Il donnerait, alors il ne ferme pas, mais si par hasard il ferme, il donnerait le S1 de la fibration ALF. En fait, elle n'est pas ALF cette métrique, mais mais elle aimerait peut-être, je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais le new donne une direction préférée dans les vecteurs, tangents. Et si le new ferme en un S1, ceci donnerait la fibration sur R3. Ça donnerait le cercle. Mais la métrique, elle est ALE? Elles sont toutes ALE quand même? Non, pas du tout. Non, il y en a justement, pas du tout. C'est quoi la géométrie à l'infini? Non, il n'y en a qu'une qui est ALE et celle qui est ALE, elle était connue. C'était la métrique de Kalderberg-Singer. D'accord. Et donc les autres, elles sont... Toutes les autres,
Non, toutes les autres, c'est ce que j'ai dit. En fait, on sait qu'elles sont même pas, la plupart d'entre elles ne sont même pas ALF, on le sait par des travaux de Weber. Elles ont un comportement asymptotique compliqué. C'était ce que j'essaie d'expliquer avec New. Elles aimeraient être ALF, mais le cercle ne ferme pas. Il n'y a pas de cercle. Elles ne sont pas ALF. Est-ce que ce nu correspond à une fonction affine à l'infini qui, comme tu dis, en général, ne génère pas un cercle, mais donc quand même une facette à l'infini? Oui, oui. C'est ce... Je ne sais pas si c'est une fonction affine, mais il y a ce nu R carré. C'est plus compliqué qu'affine, mais à l'infini, elle ressemble à affine, je pense. Parce que moi, je pense à une dualité. Je crois qu'on peut voir certains modèles alléés comme une sorte de twist de métrique de Poincaré, qui sont, eux, sur le polytope compact. Donc, tu peux penser à le complément de simplex d'un côté, Oui. et il y a une correspondance géométrique qui va envoyer cet objet-là sur une métrique complète à volume compact sur le simplex compact. Oui. Il a une facette qui le sépare justement de cette dualité. Je crois que ça peut être lié à... Oui, oui. Alors, c'est peut-être pas new, c'est peut-être un vecteur qui vient de new. C'est là où il y a un saut de comportement. C'est ce que tu veux dire? Oui, on peut le voir comme des quotients, en fait, comme des quotients. Oui, il y a une crête. C'est ce que tu parles de la crête? Oui. Oui. Alors, c'est pas exactement new, mais c'est lié à new. Il y a justement ces métriques. C'est pour ça que Donaldson a pensé à ces métriques comme des bulles. Elles ont un comportement. Par exemple, pour R4, on pourrait penser à un angle dans R4. Ça diviserait R4 en deux angles, et elles ont un comportement dans l'un des angles et un autre comportement dans l'autre, asymptotiquement. Et ça fait qu'il y a un saut, et c'est la crête, et ça correspond à quelque chose de concret dans sa méthode de continuité. C'est ça? Oui, absolument. Oui. Quelle est la croissance de volume? R cube. C'est Weber qui a fait ce calcul. R cube. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, je voudrais remercier encore Rosa pour une très belle exposé.